Dans la partie validation de l'approche Reactive Forms, vous allez voir que la seule différence avec l'approche Template Driven Form réside dans la déclaration des validateurs. Dans l'approche Template Driven Form, nous avons défini les validateurs au niveau de chaque élément de votre formulaire, au niveau de la page de HTML, en désignant required, myLength, etc. Avec l'approche Reactive Forms, l'attribution de validateur se fera toujours au niveau de la classe du composant et les validateurs seront importés depuis la classe Validators. Donc, les validateurs sont définis lors de la création d'un form control dans la classe du composant et il faut importer la classe Validators depuis le package Angular Forms de cette façon pour qu'on peut par la suite accéder aux différents validateurs. Angular appelle ces validateurs pour chaque changement de la valeur du form control. Dans les validateurs, en fait, il y a deux types. Il y a les validateurs synchrones et les validateurs asynchrones. Les validateurs la validation avec l'approche Reactive Forms, vous allez voir qu'elle est presque la même comme l'approche Template Driven Form. Sauf que la différence réside dans l'affectation du validateur. Avec l'approche Template Driven Form, nous avons vu qu'on affecte le validateur au niveau de la page HTML en ajoutant l'attribut correspond au validateur. Par contre, avec l'approche Reactive Form, le validateur est défini au niveau de la classe du composant. Et pour pouvoir attribuer un validateur à un form control, il faut importer la classe validators depuis le package Angular Forms de cette façon. Angular appelle ces validateurs pour chaque changement de la valeur du form control. En fait, les validateurs sont divisés en deux types, les validateurs synchrones et les validateurs asynchrones. Les validateurs synchrones sont passés dans le deuxième argument lors de l'instanciation du form control. Qu'est-ce que ça veut dire un validateur synchrone? C'est-à-dire qu'il va retourner immédiatement une liste d'erreurs ou bien nulle. Vous allez affecter par exemple le validateur required immédiatement. Si l'utilisateur n'a pas saisi une valeur, alors il va retourner une erreur. Sinon, il va retourner nul, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. Les validateurs synchrones sont les validateurs que vous connaissez déjà. Pour les validateurs asynchrones, ils sont passés dans le troisième argument de la classe form control et ils retournent une promesse ou un observable qui retournera par la suite une liste d'erreurs ou nulle. Ça veut dire que les validateurs asynchrones ne retournent pas l'erreur immédiatement, mais plutôt ils la retournent d'une façon asynchrone et après un peu de temps. Pour des raisons de performance, Angular n'exécute les validateurs asynchrones que si tous les validateurs de synchronisation synchrone, c'est-à-dire réussissent. Les classes form control et form group héritent de la même classe abstract control. Cette classe possède plusieurs propriétés et méthodes qui nous permettent de suivre l'état de chaque élément form control ou form group à un instant T. Donc voilà un extrait de la classe abstract control. Si vous remarquez, on a presque les mêmes propriétés qu'on a déjà manipulées au niveau de l'approche Template Driven Form. Finalement, on va faire le même traitement, sauf l'approche est différente. Mais dans les deux situations, nous allons aboutir au même résultat. Du coup, on a les mêmes propriétés à manipuler. Errors, dirty, touched, untouched, pristine, valid, invalid, status, ainsi de suite.
Donc, voilà quelques propriétés déjà qu'on a rencontrées. Donc, les propriétés valides ou invalides. Donc, si un élément est valide, c'est-à-dire le validateur correspondant est respecté. Errors, c'est un objet qui contient les différentes erreurs si elles existent. S'il n'y a pas d'erreur, l'objet errors est nul. Pristine, c'est-à-dire si l'élément a la valeur initiale à modifier ou pas. Donc, pristine, c'est-à-dire la valeur initiale n'a pas modifié. Et dirty, la valeur initiale a été modifiée. Touched égale à true, c'est-à-dire l'utilisateur a visité l'élément en pointant le curseur au niveau de l'élément de votre formulaire. Et finalement, la propriété status égale valide ou bien invalide. Donc, status égale à valide, c'est-à-dire le validateur correspondant est respecté. En utilisant l'approche Reactive Forms, nous pouvons accéder à n'importe quelle forme contrôle à travers la méthode get dans son groupe parent. Get name return this.userFor avec userFor, c'est la propriété qui est l'instance de la classe forme groupe. Par la suite, .getName. Name, là, c'est le nom qu'on a affecté à notre forme contrôle. Donc, pour pouvoir accéder à un forme contrôle, on peut récupérer ce forme contrôle depuis une méthode getter au niveau de la classe du composant. Tout simplement, on doit retourner le nom du forme contrôle moyennant la méthode get en passant bien sûr par le nom de la propriété correspondante au forme groupe. Bien sûr, on peut accéder à un forme contrôle au niveau de la page HTML en suivant cette même arborescence, le nom du forme groupe .get, le nom du forme contrôle au niveau de la page HTML. Et si on veut tout préparer depuis le fichier TS, donc on doit préparer notre méthode getter. Donc là, voici un exemple. This.userForm égale à new form group. Donc là, le premier forme groupe qu'on instancie, il va correspondre à votre formulaire, c'est-à-dire la propriété userForm correspond à la balise form. Ce formulaire, il va contenir le form control name et qui est une instance de la classe form control. Comme valeur par défaut, donc on va afficher une certaine valeur d'un modèle de données qui est déjà créé. Et comme deuxième argument, nous allons identifier les validateurs synchrones. Pour cela, nous avons attribué le validateur required, le validateur minlength égale à 4, et ici, nous constatons un nouveau validateur qu'on ne connaissait pas déjà auparavant, Forbidden Name Validator Bob/i. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a affecté 3 validateurs synchrones à notre forme contrôle, 2 validateurs basiques et qui existent par défaut, required et minlength, et le forbidden name validator, c'est-à-dire il y a des names interdits de les mettre. Donc là, on va identifier ça grâce à un validateur qui s'appelle forbidden name validator. Ceci dit quoi? Ceci dit qu'on peut créer nos propres validateurs. On peut créer des validateurs personnalisés. On trouve, à part qu'on a des validateurs synchrones et asynchrones, mais pour les validateurs, on trouve les built-in validators, c'est-à-dire les validateurs qui existent par défaut, et il y a les validateurs personnalisés que vous pouvez créer. Donc, vous pouvez créer des validateurs personnalisés si jamais vous avez un certain contrôle de saisie qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas basique. Donc, au lieu de développer une fonction JavaScript auparavant pour faire ce contrôle de saisie, donc presque c'est la même chose, on peut créer un validateur personnalisé. Et par la suite, donc pour pouvoir accéder à cet élément name qui fait partie du form group, donc là, on a défini le getter, getName, return this.userForm.getName.
Pour détecter les erreurs et afficher le message, bien sûr, ça va se faire au niveau de la page HTML et de la même manière qu'on a déjà rencontré avec l'approche Template Driven Form. Donc, il suffit de préparer le message à afficher. Donc là, on a name is required. Name must be at least 4 characters long. Et le troisième message, name cannot be Bob. Bien sûr, ce message-là, on doit l'afficher au bon moment. Pour cela, on a utilisé la directive de structure ngIf pour ajouter une condition. Donc, si le name.errors.required, alors on va afficher le message name is required. Name.errors.minlength, alors on va afficher que la longueur doit être au minimum 4 caractères. Et name.errors.forbidden on va afficher le message name cannot be Bob. Donc là, on a utilisé la propriété errors tout simplement parce que notre élément, il contient 3 validateurs à la fois. Donc, afin d'afficher un message personnalisé pour chaque erreur, on a eu recours à la propriété errors. Si jamais vous avez voulu afficher un message générique sans préciser exactement c'est quoi l'erreur, il suffit de tester sur la propriété invalide. Si l'élément name il est invalide, alors on va afficher tout simplement un message générique indiquant que le name est invalide. Mais dans le cas où vous voulez afficher un message personnalisé en fonction de l'erreur, donc on doit accéder à la propriété errors pour identifier l'erreur exacte. Ce name-là, je m'excuse, donc ce name-là, c'est le nom de la méthode getter que vous avez définie au niveau de votre classe du composant. Si je reviens, donc là, on a getName. Si jamais vous avez écrit nameC, alors ici, il faut écrire nameC. Il faut faire attention, ça, ce n'est pas le nom du forme contrôle, sauf si par hasard, le nom du forme, quand vous n'avez le nom de la méthode getter était le nom du forme control, ou bien vous n'avez pas utilisé les getters. Mais si vous n'avez pas utilisé les getters, au niveau de la page HTML, il faut passer par le nom du forme groupe, c'est-à-dire le nom de la propriété correspondante au forme groupe, et par la suite, il faut accéder au nom du forme contrôle. Mais si on trouve tout simplement name comme ça, sans passer par le nom de la propriété forme groupe, ça c'est-à-dire c'est le nom du getter. Bien sûr, le nom de la méthode getter peut être égal au nom du forme contrôle. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas un problème. Mais si vous changez le nom du getter par une autre valeur différente du nom de forme contrôle, à ce moment-là, il faut faire attention au niveau de l'HTML. En indiquant la condition, il faut donner le nom de la méthode getter et non pas le nom du forme contrôle. Lequel est le meilleur, reactive ou template driven? Bien sûr, ce sont deux paradigmes architecturaux différents avec leurs avantages et leurs inconvénients. On ne peut pas dire lequel est le meilleur, mais vous pouvez choisir l'approche qui vous convient le mieux. De cette façon, vous êtes libre de décider d'utiliser les deux dans la même application, une seule. Donc, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes en train de travailler. Afin d'illustrer cette vidéo, donc j'ai préparé pour vous un formulaire au niveau de la classe du composant, bien sûr, avec l'approche Reactive Form. Donc, j'ai préparé une propriété qui s'appelle MyForm, qui est de type forme groupe. Donc, forme groupe, c'est une classe à importer depuis le package Angular Forms. Par la suite, j'ai instancié ce forme groupe-là avec, bien sûr, le constructeur de la classe forme groupe, new forme groupe. Donc là, MyForm correspond au formulaire.
Par la suite, ce form group-là, il va contenir 6 champs. Name, email, code, type, num et date. Donc, chaque élément, c'est un form control. Donc, devant chaque élément, deux points, new form control. Si on n'a pas de validateur, tout simplement, on met les deux parenthèses de form control et ça s'arrête là. Mais tant que vous avez défini ou bien vous voulez définir des validateurs, à ce moment-là, il faut définir le premier argument afin de passer au deuxième argument et définir votre validateur. Donc, pour dire qu'un élément est required, alors il faut appeler la classe validators.required. Si jamais vous avez plusieurs validateurs à appliquer sur un même form control, le deuxième argument, il n'est pas un simple validateur, mais plutôt un tableau de validateurs. Donc là, dans le deuxième form control, on a un tableau. Par contre, dans le premier form control, tout simplement, virgule validators.required. On n'a pas défini un tableau de validateurs. On n'a pas mis les crochets. Pourtant, dans le champ email, vu qu'on a deux validateurs, un pour dire que c'est required et un deuxième pour appliquer un certain pattern qui va décrire notre email, donc à ce moment-là, on a ajouté un tableau. Le champ code, validators.required, un seul, bien sûr, soit on le met dans un tableau ou bien on peut le mettre sans tableau. Et pour le numéro, on a deux validateurs. À ce moment-là, on est obligé de mettre les crochets pour dire que c'est un tableau de validateurs parce qu'il y a plusieurs validateurs. Mais lorsque vous avez un seul validateur, soit vous mettez dans un tableau ou bien tout simplement validators. Le nom de votre validateur. Donc là, j'ai défini mon formulaire à l'intérieur de la classe du composant. Au niveau de la page HTML, même si je vais utiliser l'approche React-Form, donc on doit écrire les balises, donc la balise form, la balise input, etc. Donc ce que vous voyez, div class form group, class form control call MD3, ce sont des classes Bootstrap afin d'avoir un formulaire joli. Mais sinon, on peut les enlever. C'est juste des classes CSS que j'ai rajoutées afin d'avoir un formulaire attirant. Donc là, on a défini les différentes balises correspondantes au champ, le form ainsi que les différents inputs avec leur type. Maintenant, je dois lier. Je dois dire que mon formulaire-là, il correspond au formulaire qui a été créé au niveau de la classe du composant et qui existe à l'intérieur de la propriété MyForm. Donc, pour lier un composant, un formulaire, la balise form, avec une propriété qui est une instance de la classe form group au niveau du TS, on va utiliser la directive form group égale au nom de la propriété MyForm. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il faut importer le module React Forms Module au niveau de votre module racine. Déjà, regardez en bas, j'ai une erreur can't bind to form group since it isn't a known property. Toujours, à chaque fois où vous aurez une erreur pareille, un nom d'une directive que le compilateur ne la comprend pas. Il vous dit que ce n'est pas une propriété, c'est-à-dire vous avez oublié d'importer le module correspondant à cette approche-là. Donc, React Form Module. React Forms Module. Et bien sûr, ce React Forms Module, c'est à importer depuis @Angular Forms. Donc là, il a rajouté avec Forms Module. Donc les deux, que ce soit Forms Module ou bien React Forms Module, sont importés depuis le package @Angular Forms. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait?
On a lié la balise form avec la propriété myForm. C'est bon, avec cette écriture-là et avec cette property binding, le formulaire ainsi que ses différents éléments existent au niveau de la page HTML. La directive forme group, c'est le formulaire. Combien contient-il d'éléments? Quels sont les différents contrôles ainsi que les différents validateurs de chaque élément? Juste, cette directive-là ne sait pas réellement chaque input qui se trouve au niveau de la page HTML correspond à quel contrôle. Là, la directive forme group, c'est que myForm, c'est un formulaire qui contient 6 ou 7 contrôles. Il y a un contrôle email, il y a un contrôle name, il y a un contrôle code, il y a un contrôle numéro, type, ainsi de suite, date. Donc là, il connaît qu'il y a ces contrôles-là. Sauf que la directive forme groupe ne sait pas chaque élément correspond à quelle forme contrôle. Donc là, on va synchroniser pour indiquer à la directive forme groupe que cet input-là, par exemple, il correspond aux formes contrôle name. Le deuxième, il correspond aux formes contrôle email. Même si on écrit les mêmes names du forme contrôle avec les éléments input, ceci n'est pas suffisant, mais on doit lier chaque élément aux formes contrôle associées avec la directive forme contrôle name. Déjà, on n'a pas utilisé du property binding parce que tout simplement, on va synchroniser. On ne va pas créer ici un élément. Juste, on va dire que cet input-là, il correspond aux formes contrôle name. Bien sûr, ce qu'on doit écrire ici, c'est le nom de votre forme contrôle. C'est l'un de ces noms-là. Name, email, code, type, num et date. Donc, forme contrôle name. Donc là, on a le email. Là, on a type. Là, on a num. Num normalement avec un minuscule. Là, on a date. Et finalement, on a code. Donc, l'écriture de nom significatif, ça vous réduit le va-et-vient entre le TS et le HTML d'un composant. Donc là, on a synchronisé. C'est bon, la directive forme groupe, c'est chaque input correspond à quelle forme contrôle. Une petite remarque, si vous remarquez là, on a défini le name, le email, code, type, num, date. Alors qu'au niveau de la page HTML, le code, le champ code était en dernière position. Cela signifie qu'au niveau de votre classe du composant, vous pouvez définir l'ordre qui vous convient, indépendamment de l'ordre au niveau du TS. Donc, ça ne concerne pas le HTML parce que réellement, l'identification de chaque forme contrôle correspond à quel input se fait grâce à la directive forme contrôle name. De sorte que vous pouvez mélanger les formes contrôle en fonction de l'ordre qui vous convient au niveau de la page HTML. Donc là, on a défini les différentes formes contrôle. Et on va préparer bien sûr les messages. Donc là, on va préparer une division, div. On va afficher, bien sûr, on va afficher le message name obligatoire. Mais quand on va afficher name est obligatoire, donc on doit ajouter une condition. ngIf, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, on doit accéder à l'élément forme contrôle. Comment on peut y accéder? Donc, soit en utilisant le getter. Donc, je vais définir un getter pour le name. Donc, ici, bien sûr, c'est
en dehors de la méthode ngOnInit, par exemple, ici, getName, c'est. Donc, cette méthode-là, elle va me retourner la propriété myForm .getName. Donc là, c'est le nom de mon getter. Donc ici, au niveau de mon HTML, ngIfNameC.invalide. Donc ici, mon champ contient un seul validateur. Donc la propriété invalide est suffisante. ngIfNameC.invalide, alors à ce moment-là, on va afficher le message name obligatoire. Et nameC, c'est le nom du getter au niveau de la classe du composant qui retourne le form control name. Return this.myform.getName. Pour ajouter un peu de CSS à notre message, donc on va ajouter la classe bootstrap alerte danger. Là, on vient, bien sûr, j'ai créé le composant et j'ai défini au niveau de mon composant AppComponent. Donc là, regardez, donc le name, on a name obligatoire. Si j'écris dedans, mon élément, il devient valide et du coup, le message disparaît. Maintenant, si jamais je vais accéder à un autre champ, par exemple, le champ email. Donc, je vais afficher le champ email. Il contient, si je reviens à mon TS, il contient 2 validateurs. Donc, si je teste sur l'invalidité, je dois ajouter un message généré. Si je veux afficher un message en fonction de l'erreur, à ce moment-là, je vais utiliser la propriété errors. Donc là, toujours, on va utiliser les classes bootstrap. Donc, alerte danger. Quand est-ce qu'on va faire ça? ngIf. Bien sûr, si on n'a pas, on va utiliser la propriété error. S'il n'y a pas d'erreur, errors est nul. Donc, si je vais mettre ici ngIf mon élément .errors.required, je ne peux pas. Si errors il est nul, alors je ne peux pas écrire errors.required. Sinon, je vais accéder à un attribut d'un élément undefined. Toujours, si on va utiliser la propriété errors, on doit tester auparavant si cette propriété elle est not null ou bien tout simplement elle est not null lorsque notre élément il est invalide. Par la suite, on va accéder aux différentes erreurs. Maintenant, comment on va accéder à notre email? Donc, soit je vais définir un getter comme je viens de faire pour le form control name, ou bien je peux accéder à ce form control directement depuis la page HTML en définissant le nom de la propriété qu'on a défini ici, point get et le nom du form control. Réellement, ça correspond au nom indiqué dans la directive form control name. ngIf myform.getEmail .invalide, c'est-à-dire l'objet errors, il est not null. À ce moment-là, je vais afficher le message adéquat. Donc, ngIf l'erreur.errors.required. Alors, on va afficher le message email obligatoire. Sinon, je vais copier ici et je vais utiliser là l'erreur, c'est pattern pour dire pattern incorrect. Donc là, vu qu'on veut afficher un message personnalisé, on a accédé à la propriété errors et par la suite, on accède à l'erreur exacte. Mais pour y accéder, avant, on doit vérifier que errors, il est not null.
soit on écrit tout simplement .errors ou bien .invalide, c'est-à-dire il y a des erreurs. Pour l'accès à un élément de mon formulaire qui est déjà créé au niveau du TS, donc soit je définis un getter ou bien j'y accède en suivant une arborescence depuis ma page HTML. Le nom de la propriété .getEmail. Déjà, si vous remarquez, donc c'est ce qu'on a déjà écrit au niveau de la méthode get. Si on teste l'exécution, déjà on a email obligatoire. Si j'écris n'importe quoi, donc le problème réside au niveau du pattern. Bien sûr, on va terminer avec la même démarche pour les autres éléments. Si jamais vous voulez imbriquer des collections d'éléments, c'est-à-dire vous voulez regrouper certains éléments à l'intérieur de votre formulaire, vous pouvez créer des formes groupes imbriquées. Donc comme ça, je viens de terminer cette vidéo qui consiste à la création et à la validation de formulaires avec l'approche Reactive Form. Donc, pour résumer, cette approche permet de créer un formulaire au niveau de la classe du composant. Par la suite, on va lier les différents éléments créés au niveau de la classe du composant avec les éléments HTML correspondants moyennant des directives. Que ce soit la directive forme groupe pour créer notre formulaire et identifier notre formulaire, et les directives forme control name pour faire la synchronisation entre chaque élément de votre formulaire avec le forme control correspondant. Merci pour votre attention.